mon expérience m'a appris que pour être crédible, il faut être sur le terrain. Et un acheteur, quand il démarre sa carrière, il doit être dans les usines, le plus possible. Parce que c'est dans les usines qu'il va apprendre son métier. Bonjour Laure Parisot, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des achats. Merci, bonjour Olivier. Nous allons parler aujourd'hui donc de l'innovation et de la relation entre la direction des achats et les départements qualité et méthode, et notamment la relation en interne, mais aussi la relation avec les fournisseurs. Alors rapidement, Laure, vous avez travaillé plus d'une dizaine d'années chez LVMH, encore je crois 5 ou 7 ans dans le domaine du packaging chez Biotop et Prestige Packaging. Donc vous êtes une professionnelle, on va dire, des achats dans un domaine très particulier. Vous travaillez encore depuis 7 ans dans le domaine des parfums. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter votre parcours, ce qui vous a amené aux achats et ce qui vous fait vivre aujourd'hui dans cette dernière mission? Donc, je suis arrivée aux achats directement après mes études, puisque j'ai fait un master achat et j'ai été recrutée chez Dior suite à mon stage de fin d'études. Et donc, j'ai fait donc toute une partie de ma carrière chez Dior, puis chez Guerlain, en particulier sur tout ce qui a été donc packaging promotionnel et aussi PLV. Donc, tout ce qui est publicité sur le lieu de vente. Donc, à savoir tout ce que vous trouvez dans les magasins qui vous permet de vendre tous les produits. Et effectivement, donc depuis quelques années, en charge d'un service achat pour tout ce qui est achat de production en particulier. Donc, ce qui a jalonné toute ma carrière vraiment sur l'industriel, la production, autour en particulier, voilà, toujours de tout ce qui est pack primaire, pack secondaire et autres assets permettant la réalisation des produits. Super, merci. Bon, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, on va se focaliser donc sur cette partie vraiment collaboration du département achat avec les départements internes et notamment la partie conception, qualité, méthode qu'on retrouve dans les entreprises. La plupart du temps, on constate qu'on a une vraie difficulté à faire collaborer la direction des achats avec la conception très amont d'un produit. Et pas que sur la partie prix-qualité, mais aussi sur cette partie mise en place, délai, qualité des produits, volume. Et j'imagine qu'en plus, depuis 2 ans avec le Covid, on a peut-être des contraintes complémentaires. Ce que j'aimerais voir justement, c'est, on va dire, comment déjà vous avez géré, peut-être au départ, si ça n'existait pas, cette initiative d'aller travailler avec la qualité et méthode. Comment vous travaillez avec eux? Quelles contraintes vous avez pu rencontrer peut-être? Et puis depuis 2 ans avec le Covid, est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière de travailler? Alors en fait, tout au long de ma carrière, moi j'ai eu l'habitude de travailler avec les différents services de l'entreprise pour la réalisation des produits. Donc tout part du marketing. Quand on va parler de développement de nouveaux produits, donc tout part du marketing, d'un brief qui est plus ou moins précis selon leurs envies. Et à partir de là, à nous acheteurs de trouver les bons fournisseurs, soit qui ont le type de produit déjà, et soit s'il faut le développer, dans ce cas-là, travailler avec eux et mettre dans ce cas-là en parallèle les services qualité et méthode. Parce que même si on a des compétences techniques, au bout de toutes ces années, on sait un certain nombre de choses. La finalité d'un produit, c'est qu'il sera validé par la qualité et par la méthode, qui doit vérifier que ce qu'on va sourcer ou ce qu'on va développer, ce qu'on va produire pourra être ensuite industrialisé et passer sur les machines de production. Donc, nous, on démarre toujours, on part du brief marketing, on interroge le ou les fournisseurs qu'on imagine être en mesure de le faire. À partir de nos contraintes techniques à nous, ils vont revenir avec les leurs en nous disant ça c'est faisable, ça on pourra pas. Et puis des fois on peut pas et puis plusieurs mois après on s'aperçoit qu'on peut parce que quand on fait marcher toutes les matières grises ensemble, il en sort beaucoup de choses. Et à chaque fois la qualité et la méthode est impliquée pour valider tout ce qui va être proto, pour suggérer les modifications de proto qui vont avec les contraintes de l'outil de production. D'accord. Et dans la démarche avec toutes ces personnes-là, est-ce que vous avez une procédure adaptée, par exemple, en disant il y a des phases particulières, des réunions imposées, des comités ou autres? Exactement, toutes les semaines, et ça a été pareil dans toutes les entreprises où j'ai vécu ce métier-là. Toutes les semaines, vous avez ce qu'on appelle un comité de développement
où tous les services se retrouvent. Donc, vous avez un coordinateur projet, mais vous avez l'équipe marketing dédiée est là, la qualité, la méthode est là, potentiellement le labo selon les implications que peut avoir le parfum, par exemple, sur tel ou tel produit. Et toutes les équipes se retrouvent avec les protos ou pas. Et voilà, il y a de la manipulation, il y a de l'échange. Et en parallèle de ça, il existe un comité méthode. Donc, c'est un comité qui est plus restreint, mais qui regroupe les achats si nécessaire. On n'y est pas toujours. Mais les achats si nécessaire, la qualité méthode et l'indus. Parce qu'à ce moment-là, le responsable production, lui, vient avec ses différentes contraintes de selon la machine sur laquelle ça sera produit, s'il y a besoin ou non de sous-traitance, s'il faut du personnel supplémentaire. Parce que forcément, c'est des coûts cachés pour les acheteurs, j'ai envie de dire, mais qui induisent le budget final du produit. Et du coup, dans toutes les expériences que vous avez eues, ça se faisait toujours naturellement ou de temps en temps, on arrive un peu à des tensions pour faire passer le message des achats et peut-être remonter un peu plus haut dans la hiérarchie pour se faire entendre? Il y a toujours parfois un peu, enfin pas toujours, non, il y a parfois des tensions parce que parfois on est sur des objectifs complètement antinomiques. Donc parce que quoi qu'il arrive, même si on développe un nouveau produit, on a forcément un budget à tenir et qu'il arrive des moments où c'est techniquement pas possible d'obtenir un produit à tel prix. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avoir les meilleurs fournisseurs de la Terre, parfois c'est pas possible. Et c'est là où des décisions, on va dire, de hiérarchie supérieure doivent être prises. Soit elles sont prises au niveau financier, j'ai envie de dire. Bah, OK, on va allouer du budget supplémentaire parce que c'est vraiment ça qu'on veut. Soit du coup, on va travailler sur une autre analyse de la valeur du produit pour obtenir quelque chose qui, quoi qu'il arrive, sera satisfaisant, mais qui sera pas forcément l'objet idéal de départ. Ouais, Mais je vois. c'est pas non plus courant. C'est des choses qui arrivent parce que je pense que les équipes marketing sont maintenant habitués à ça et sont très ouverts à ça. Moi, j'ai toujours rencontré des équipes marketing qui sont pas butées et qui nous font confiance. C'est parce que je pense que notre crédibilité, notre expérience, nos compétences techniques sont reconnues et qu'à chaque fois qu'on dit que c'est pas possible et parfois ben, on nous force à y aller donc on y va et badaboum, ben, on a dit. Mais la plupart du temps, voilà, les équipes, elles nous font confiance. Et puis, quand c'est technique, on est appuyé de toute façon la plupart du temps par la méthode. Donc, du coup, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. C'est Ouais, jamais je pense conflictuel, en tout cas. ouais, ouais. Mais vous avez noté, je pense que 2 mots-clés dans des achats qu'il faut qu'on arrive à déployer, c'est cette partie de crédibilité de l'acheteur Mm, et de création de confiance. mm. Et souvent dans les entreprises, c'est deux notions qui sont pas suffisamment mis en avant. Parfois, on peut avoir l'une, mais pas l'autre. Et plus on travaille sur la partie amont, plus on doit être crédible. Et si on revient sur cette partie crédibilité, si vous deviez passer un message à un acheteur ou à une direction achat qui a du mal justement à rentrer dedans, comment on devient crédible aux achats pour parler avec des personnes qui n'ont jamais parlé avec les achats, qui peut-être n'en voient même pas l'utilité parce qu'il n'y a jamais eu de direction achat historiquement? Alors, en fait, mon expérience m'a appris, pardon, que pour être crédible, il faut être sur le terrain. Et un acheteur, quand il démarre sa carrière, il doit être dans les usines, le plus possible. Parce que c'est dans les usines qu'il va apprendre son métier. Et c'est là qu'il va acquérir des compétences techniques et qu'il va pouvoir avoir un vrai dialogue et avec le fournisseur par la force des choses. Le dialogue sera plus simple. Mais pour pouvoir ne pas juste être une boîte aux lettres entre un fournisseur et un service marketing ou un service méthode, et l'accumulation des compétences et l'accumulation du temps passé par les usines et des collaborateurs dans les usines qui vous communiquent toutes les infos techniques, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez dans des usines et que vous vous intéressez au métier des gens, mais les gens, ils vous donnent leur métier, ils vous l'expliquent. Voilà. Aller dans des salons aussi, c'est important, mais c'est pas suffisant parce que la partie technique, c'est sur le terrain que vous la trouvez. Ouais, non, c'est super intéressant et puis ça permet non seulement d'acquérir beaucoup de connaissances, ça permet aussi de se créer un réseau en interne dans l'entreprise, d'aller voir des opérationnels parfois sur des usines qui peuvent être dispersées sur le territoire, à C'est ça. l'international ou autre et in fine, ça remonte de manière, organique vers votre direction, qualité et méthode qui entendent parler de vous depuis, depuis Mmh. l'usine, idéalement bien et donc du coup, quand vous allez les voir, vous dites: «Attendez,
j'ai déjà discuté avec une partie de votre équipe sur place. D'après ce que OK. j'ai compris, c'est ça, et maintenant on peut collaborer C'est de manière ça. approfondie. Alors, en fait, quand tu parles d'aller dans les usines, il y a vraiment les 2 choses. C'est aller dans les usines des fournisseurs pour comprendre ce qu'ils vous vendent et comment ils le produisent, mais c'est aussi aller dans votre propre usine ou dans les différents sièges de votre propre usine pour discuter avec les opérateurs. Parce que parfois, vous rencontrez des problèmes qualité, vous les comprenez pas, donc vous remontez vers votre fournisseur en disant: «Ça va pas». Sauf que quand vous allez, sur une ligne de production et que l'opérateur vous explique quel est lui son problème, mais bizarrement, pour remonter au fournisseur, c'est aussi plus simple, parce que c'est toujours plus simple d'avoir l'information en direct. Donc, l'opérateur sur une ligne de production, il rencontre un problème. Quand vous l'apprenez, il vous est facile de le retourner à votre fournisseur. Donc, et ça fait, vous jouez la crédibilité interne, mais du coup externe auprès de votre fournisseur aussi. Ouais, et c'est sympa parce qu'en fait, ça fait, c'est un peu une méthode des 3 C. C'est, communication, crédibilité, confiance, Et voilà. et ça peut aller que dans ce sens-là. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et ça, franchement, enfin voilà, moi, c'est comme ça que je travaille depuis toujours. Je me vois pas travailler différemment, et parce qu'en fait, ça marche. Ouais, et Donc, du coup, on a eu, enfin les achats ont été pas mal, mouvementés, perturbés, ces derniers mois, même ces 2 dernières années quasiment avec la crise du Covid, les matières premières qui explosent, les des problèmes de transport. Comment vous est-ce que déjà ça vous a impacté? J'imagine en partie, et comment ça a pu remettre en question certaines habitudes qui avaient été, mis en place par l'historique et qui ont pu modifier changer quelque chose? par la force des choses, ça nous a impacté. La chance que j'ai, c'est que, enfin non, la chance que nous avons eue dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est que on a été hyper innovants et créateurs, puisqu'en l'espace de 15 jours, on a été en mesure de mettre à disposition des solutions hydroalcooliques. Donc, toutes les matières grises, là aussi, se sont mises en mouvement. Et c'est là où, du coup, pour l'équipe achat, on a eu un challenge de fou, quoi, parce qu'on a été capable de créer euh, ces solutions hydroalcooliques, mais maintenant il fallait avoir les matériaux pour les produire et tous les contenants pour pouvoir les commercialiser. Donc, ça a été un travail de fourmi, j'ai envie de dire, et de fond, tout en étant dans un délai extra court, puisqu'il fallait que tout soit prêt. Habituellement, pour les achats, il faut être prêt pour avant-hier. Bon, mais là, il fallait être prêt pour la semaine d'avant. Donc, donc là, ça a été l'effervescence, et du coup, enfin voilà, personne s'est posé de questions, tout le monde y est allé. Sur tout ce qui a été le développement de nouveaux produits, par la force des choses, il y a eu certains lancements qui ont été reportés parce que bon, bah, la situation était telle qu'elle ne permettait pas de lancer des nouveaux produits dans de bonnes conditions. Mais ça n'a pas forcément remis en question nos méthodes. Ça nous a juste, on va dire, rapprochés, même si on devait travailler à distance. Mais pour le coup, la communication est devenue encore meilleure, en fait. Oui, non, ça c'est intéressant, mais Parce du qu'on coup, n'en en fait, avait pas le choix, en fait. oui, mais c'est ça qui est super intéressant, et on a vécu tous, cette même vision quand les labos ont créé des vaccins. C'est-à-dire qu'un Oui, vaccin, ça prend, 10 ans d'habitude, et là, ça a pris 6 mois. c'est Et ça. vous, sur ce projet-là, effectivement, bah, les gels hydroalcooliques, il fallait le faire en 15 jours, et on a fait un produit en 15 jours. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre effectivement que c'est possible. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est systématiquement obligé d'avoir une telle pression pour arriver à cette fin? Parce que, et où est-ce que finalement, après, ben, sur le lancement de nouveaux produits, ben, on reprend nos vieilles habitudes, de reprendre encore 6 mois pour lancer un projet, ou est-ce qu'on dit non, on a appris, on est capable de lancer un produit en 15 jours, pourquoi on ferait pas ça tout le temps sur tous les produits? Alors, c'est pas possible tout le temps parce qu'il y a quand même des délais qui sont incompressibles, malgré tout. Donc, et que dans l'urgence, on est capable d'accepter des choses qu'on ne peut pas accepter en temps habituel, j'ai envie de dire. Euh, et après, pour lancer un nouveau produit, nous, on travaille quand même assez souvent. Alors, je vais pas dire dans l'urgence, mais dans un planning serré, puisque tous les ans, on a des lancements de nouveautés qui sont auprès des distributeurs actés et datés. Tous les ans, on fait des éditions limitées pour Noël, par exemple.
et que quoi qu'il arrive, vous devez être prêt pour le mois de septembre pour que les ventes puissent commencer à l'automne et réussir les ventes de Noël. Donc nous, on a toujours, et dans toutes les entreprises que j'ai faites, j'ai rencontré ça. Quand vous lancez un nouveau rouge à lèvres ou quand vous lancez le nouveau parfum à la mode, il est attendu à telle date. Ça entraîne un certain nombre de choses auprès des revendeurs, mais aussi potentiellement de la publicité, mais aussi des actions presse, etc. Donc, une date est une date. Ouais. Donc, et donc, vous sentez cette même effervescence, cette même force, entre guillemets, que vous avez pu vivre quand vous avez lancé, effectivement. Alors, elle est moins prégnante, mais elle est coutumière, j'ai envie de dire. Ouais. Après, quand à un moment donné, le produit, techniquement, vous n'arrivez pas à le sortir, ça arrive, c'est rare. Dans ma carrière, j'en ai pas connu beaucoup parce qu'on n'a pas le choix. Mais quand ça arrive, le lancement est reporté, mais vous reportez pas Noël, quoi, parce que c'est toujours du chiffre d'affaires pour l'entreprise que vous ne faites pas. Et et quelque part, aux achats, on est quand même responsable de ça. On nous dit qu'on est responsable d'une partie des résultats parce qu'on se doit d'acheter bien pour pouvoir améliorer la marge, mais on se doit de pouvoir mettre les produits à disposition. Alors même quand c'est pas des lancements de produits, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de mettre à disposition les flacons de parfum en temps et en heure, votre ligne de production elle tourne pas et vous vendez pas vos parfums. Oui, j'imagine. Et ça me fait rebondir du coup sur le deuxième sujet que je voulais aborder. C'est que là, on a parlé du Covid qui ont pu impacter, du transport. On est à quelques jours de la Saint-Valentin. J'imagine qu'il est sans doute une des périodes clés de l'année dans votre métier. Comment on gère justement cette relation de partenariat avec les fournisseurs pour arriver à capter de l'innovation côté fournisseur aussi? Et puis, indirectement, comment on vend cette innovation fournisseur en interne pour que les équipes internes acceptent que ça vienne de l'extérieur? Et comment on les attire finalement? Parce qu'un fournisseur, il ne travaille pas qu'avec vous. Il peut très bien proposer cette innovation chez votre concurrent aussi. C'est certain. Alors, dans tout mon parcours, j'ai été formée du coup au départ de cette manière-là et j'ai gardé cette manière de fonctionner. L'idée étant qu'un fournisseur doit devenir un partenaire. Et que de principe, sauf cas exceptionnel, le fournisseur, on ne le fait pas travailler juste pour un one shot. L'idée, c'est d'avoir une relation sur une longue durée qui permet la confiance, comme on disait tout à l'heure, et qui permet de pouvoir d'échanger plus facilement et de pouvoir avoir du coup une crédibilité auprès de lui, qui nous permet derrière de pouvoir approvisionner, quand on parle juste de la partie approvisionnement, mais approvisionner et sécuriser nos appros. Et dans les cas comme actuellement, c'est essentiel parce qu'au vu de toutes les augmentations des matières premières, on se doit de sécuriser. Au vu des problématiques de transport, on se doit de sécuriser également pour obtenir nous tout ce qu'il nous faut pour produire. Donc le partenariat est la base de l'échange déjà, en tout cas pour moi. Ensuite, concernant l'innovation, de par le fait du partenariat, les fournisseurs nous connaissent bien, eux aussi, du coup, ils connaissent bien nos produits, ils connaissent nos contraintes techniques, donc ils savent ce qu'ils peuvent nous proposer ou pas, et ils connaissent souvent nos problématiques budgétaires, donc ils savent aussi ce qu'ils peuvent nous proposer ou pas, qui va rentrer dans le projet imparti. Et après, quand on cherche un mouton à 5 pattes, ce qui arrive régulièrement dans les achats, et bien là, c'est vraiment le challenge de tout le monde et c'est à celui qui va être le plus créatif, le plus curieux, le plus inventif et d'un brief de départ qui paraît incroyable, et bien on passe par plein d'étapes et qui font qu'on arrive à sortir quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément faisable au départ. Vous avez une sorte de lancement de projet, d'initiative auprès de votre panel fournisseur en disant voilà, on aimerait inventer l'eau en poudre. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme alternative pour atteindre au maximum cet objectif? C'est à peu près ça. On dit toujours que les achats font des appels d'offres. Nous, dans ce cas-là, on ne fait pas un appel d'offres, on fait un brief. Et on brief un fournisseur un peu de manière créative. Alors, il y a des choses, parfois, c'est très précis. Donc, le brief, on veut ça, il faut que ça soit fait comme ça. Donc là, c'est là où la méthode arrive avec un cahier des charges. Voilà, donc on veut ça comme ça et pas autrement. Et puis parfois, on aimerait pouvoir développer un flacon qui a tel type de caractéristiques. Comment on peut le faire? Et là, le fournisseur rentre en jeu
en disant, ben voilà, moi, avec mon équipement, je peux travailler comme ci, je peux travailler comme ça, je peux vous offrir, vous proposer tel type de matériaux, verre recyclé, pas verre recyclé, enfin voilà. Et pour que ce soit efficace, cette démarche de collaboration, j'imagine que vous restreignez quand même pas mal le panel fournisseur pour pas Oui, avoir à briefer 50 fournisseurs. exactement. Si on prend un peu les méthodes, est-ce que vous pouvez nous dire, enfin, du tout départ, c'est-à-dire comment je source mes fournisseurs, comment je dis je vais en parler à lui et pas à un autre, et puis ensuite les enchaînements. Alors, sur un panel de fournisseurs existants, donc comme vous disiez, on les restreint, c'est-à-dire que globalement, et pareil, ça a été ça quasiment tout le temps, sur un type de technologie, dans notre portefeuille, on a 3, 4, 5 fournisseurs. On n'en a pas 15. Donc, quand on est sur quelque chose, une technologie qu'on va maîtriser, on sait que tel ou tel, par exemple, si vous prenez des étuis imprimés, vous voyez un étui de parfum, par exemple, on sait que tel fournisseur, il a telle technologie, donc par exemple de l'impression en offset. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà. Mais tel autre fournisseur a la technologie en numérique. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Vous savez que tel imprimeur, lui, il imprime plutôt des grandes quantités sur des grandes feuilles. Tel autre imprimeur, c'est des petites quantités, des petites feuilles. Donc selon le type d'étui que vous voulez, par rapport au type de produit que vous allez vendre, vous allez avoir besoin de plus de l'un ou plus de l'autre. Donc vous allez les interroger dans ce sens-là. Et quand vous êtes sur une technologie que vous connaissez pas, vous faites marcher votre réseau, donc savoir si quelqu'un connaît quelqu'un. Et il y a les salons qui nous nourrissent toujours de toute façon beaucoup. Il y a Internet qui nous nourrit pas mal, évidemment. Et à partir de là, l'objectif, c'est de trouver celui qui va être le plus approprié. Et celui-ci, du coup, s'il a une technologie qui potentiellement va être récurrente chez nous, peut rentrer dans le portefeuille. D'accord. Et ensuite, admettons que le fournisseur réponde pas complètement à votre brief parce que techniquement, ça fonctionne pas. Est-ce que vous montez des réunions communes avec le fournisseur, les achats, la méthode? Comment vous Ça peut arriver. Sur des projets complets, alors, sur des projets simples, euh, les acheteurs vont faire les négociateurs. On va être les médiateurs entre marketing méthode et le fournisseur. Et en général, voilà, on arrive toujours à s'entendre. Sur des projets complexes, on va faire venir le fournisseur, parce que souvent, comme on est plus nombreux, et potentiellement, on met la qualité méthode et le marketing, tout le monde autour de la table, parce que comme je vous disais tout à l'heure, la chance que j'ai eue et que j'ai rencontrée dans ma carrière, c'est d'avoir des services marketing qui sont quand même ouverts et qui sont pas butés sur un projet qui doit être tel que celui-ci et qui permettent d'échanger avec le fournisseur sans mettre l'acheteur dans l'embarras. Parce que c'est souvent le risque qu'il peut y avoir quand vous mettez des intervenants extérieurs dans une réunion avec un fournisseur. Il y a toujours un risque que les autres intervenants mettent le doigt là où il faut pas forcément vis-à-vis de la relation que l'acheteur doit avoir avec son fournisseur. Parce qu'il faut pas oublier qu'à un moment donné, l'acheteur va devoir négocier quand même les prix. Donc voilà, il faut pas qu'il y ait une boulette de l'extérieur. Mais en règle générale, ça fonctionne toujours bien. Oui, dans tous les cas, il faut garder l'acheteur dans la boucle pour éviter Toujours. effectivement Ah oui. des déviances. Alors, la règle de base, de toute façon, sauf exception, c'est qu'un fournisseur ne rencontre pas quelqu'un d'une autre équipe sans la présence de l'acheteur. D'accord. Et est-ce que vous avez le sentiment que de temps en temps, vous avez des fournisseurs qui essayent justement de bypasser un peu les achats pour Non, présenter une innovation à la jamais. méthode? Non, D'accord. ça arrive pas parce qu'ils savent que ça se passe pas bien sinon. Ouais. Donc, non, en fait, je pense que les fournisseurs, en règle générale, alors après, ça dépend peut-être les types d'industrie, mais en tout cas, dans l'industrie parfum cosmétique dans laquelle j'ai travaillé, ils essayent pas, en fait, parce qu'à un moment donné, sinon, malgré tout, comme ils ont pas une innovation comme on peut avoir, j'imagine, dans l'industrie aéronautique ou des industries vraiment là, extrêmement pointues, ou quand vous faites dans l'armement ou des choses comme ça, où là, vraiment, il faut être le premier. Quand vous êtes un fabricant d'étui, par exemple, bon, si c'est pas lui, ça finira par être un autre. Donc, ils Ouais. prennent pas le risque et ils jouent le jeu. Parce que c'est leur intérêt, parce qu'ils voient que ça marche, en fait. Et comme régulièrement, quand on se déplace chez les fournisseurs, moi, j'aime bien emmener des gens du marketing avec moi. Parce que ça leur permet de voir aussi ce qui se passe dans les usines. On en revient un peu à ce qu'on disait au départ. Si vous savez pas comment ça marche, si vous pensez que pour imprimer un étui, c'est une photocopieuse géante, effectivement, vous pouvez imaginer qu'on peut tout faire. Mais or,
la production, c'est pas comme ça. Et quand vous l'avez montré au marketing, là, vous entendez dire, ah oui, effectivement. Ou alors, tout à coup, on comprend que le prix qu'on a donné, il est justifié. Parce que, ah oui, effectivement, j'imaginais pas ça comme ça, donc je pensais que ça pouvait être moins cher. Mais non. Donc, et ça, c'est agréable d'avoir des directions marketing qui acceptent de venir. Oui, effectivement, non, non, mais ce qui est intéressant, c'est de créer effectivement cette émulation d'équipe où Mhm. chacun connaît son apport dans l'équipe et puis peut effectivement donner en toute confiance des actions à chaque membre de l'équipe. C'est exactement ça. Sur un autre sujet, est-ce que vous arrivez à avoir cette même collaboration avec des fournisseurs asiatiques, chinois ou autres, Oui. selon votre expérience? Donc, moi, ça fait 20 ans à peu près que je travaille avec la Chine, entre autres avec d'autres pays asiatiques, mais avec la Chine. Donc, en 20 ans, je peux vous dire que les choses ont beaucoup évolué. La relation de confiance, vous pouvez l'avoir avec les fournisseurs chinois. La condition étant, entre autres, et vous allez sourire, c'est toujours la même, d'y aller. Et d'aller dans les usines chinoises et de voir comment ça se passe, de leur montrer que vous vous intéressez à ce qu'ils font et que vous n'êtes pas là-bas pour acheter du prix. Parce que je suis pas allée en Chine, je travaille pas avec la Chine pour acheter du prix pour du prix. Je laisse ça à d'autres. Mais vous allez en Chine pour acheter une certaine qualité quoi qu'il arrive. Et donc développer des produits de qualité avec la Chine, ça demande beaucoup d'énergie. Puisque entre la barrière de la langue, la barrière culturelle et rend les choses un peu plus compliquées. En revanche, ils ont une capacité à l'innovation et à la recherche qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que quand vous demandez à une équipe chinoise de chercher un projet, ils ne le lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas fait, ils n'auront pas trouvé ce que vous souhaitez. Donc, ils vont y mettre l'énergie qu'il faut. Donc, et la relation de confiance, mais c'est toujours la même chose. C'est une histoire de temps. C'est prendre le temps de ne pas que échanger par mail. C'est ne pas, alors c'est peut-être pas très joli ce que je veux dire, mais c'est pas se prendre pour d'autres. C'est pas y aller en conquérant et en se disant c'est moi qui vais leur dire qui vais leur apprendre à travailler. J'ai visité des usines chinoises, mais que vous ne voyez pas forcément en Europe. Donc voilà, il y a des équipements, il y a des. En revanche, il y a des règles qu'il faut s'imposer, des règles de déontologie, bien évidemment, faut s'imposer. Et j'ai été très bien éduquée par ma responsable achat lorsque j'étais chez Dior et qui m'a appris à auditer les usines chinoises, à voir ce qu'il fallait voir et là où il fallait le voir. Et c'est pareil, voilà, c'est du temps. C'est du temps et de l'investissement auprès de l'autre, j'ai envie de dire. Et du coup, je rebondis sur ce que vous indiquiez, vous avez l'impression qu'il y a une appétence à cette innovation plus importante chez un fournisseur chinois qui va mettre plus d'énergie à trouver la solution quoi qu'il arrive, ou finalement non, c'est plus d'un projet à l'autre? Moi, j'ai le sentiment que, alors c'est un sentiment, hein, donc je parle que pour moi, mais j'ai le sentiment qu'ils ont plus faim que certains de nos industriels, en fait. Mais parce que j'imagine que l'enjeu est pas le même non plus. C'est-à-dire que l'enjeu de rentrer sur un territoire européen ou j'imagine américain est pas le même que de rester sur un marché local pour un fournisseur français. Ouais, je pense que c'est effectivement cette idée d'enjeu est importante. Pas en termes de forcément financier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sociétés chinoises qui n'ont pas du tout à rougir face à des sociétés européennes. Mais par contre, effectivement, ils ont cette envie de prouver qu'ils sont capables de faire de la R&D, qu'ils sont capables Ah, d'innover. mais c'est très clair. Mmh. Et quand vous pensez qu'ils vont pas y arriver, ils vont vous sortir du chapeau. Mais moi, j'ai vécu il y a, quand j'étais chez Dior, le marketing a voulu faire un étui sur lequel vous aviez en marquage à chaud la reproduction d'un ruban. Et donc, avec tout le dégradé du satin d'un ruban. Et pas, à l'époque, aujourd'hui, ce serait peut-être différent, pas un seul imprimeur en France n'a réussi à le faire. Et ils ont fait des tests. Et en Chine, ils ont réussi. Et ils y ont passé, je pense, mais des jours et des nuits. Euh, mais la différence aussi, je pense, malgré tout, c'est qui va être un petit peu financière quand même, c'est que je pense qu'en France, les entreprises n'ont pas forcément les moyens de mettre une R&D aussi poussée que peut le faire une autre industrie. Oui, ça peut jouer effectivement. Je pense qu'il y a un point effectivement qui peut être culturel, qui peut être financier.
Et puis, il y a une question de motivation, effectivement, de culture de l'entreprise en elle-même, qui certaines vivant beaucoup sur leurs acquis et qui ont C'est ça. perdu un peu cette essence de croissance, de recherche permanente C'est d'avancée. ça. Et je pense qu'en Chine, ils aiment ça, mais vraiment. Et vous avez une idée, sur un bout de papier, ils vous la transforment. Immanquablement, enfin, moi, j'ai toujours réussi. Avec plus ou moins de temps, hein, mais c'est assez fascinant d'ailleurs, parce que, alors, c'est fascinant et frustrant. Fascinant parce que voilà, on croit qu'on n'y arrivera pas et on y arrive. Et c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on sache le faire? Qu'on ait cette même envie chez nous. Oui, il faudrait peut-être qu'on ait plus faim, comme vous l'indiquiez. Mais ouais, je sais pas. Alors, je voudrais pas que le mot faim soit mal interprété, Olivier. Mais ils ont faim. Non, moi, ce Dans que je retiens. l'innovation, on parle bien, hein, on se méprenne pas. Ouais, non, moi, ce que je retiens surtout, et je trouve ça super intéressant, c'est ces 3 C. C'est de se dire, voilà, les achats vis-à-vis de l'interne et vis-à-vis des fournisseurs, c'est en premier de la communication. On intègre de l'information, on accumule. Le deuxième, c'est la crédibilité, c'est-à-dire d'arriver à ressortir tout ce qu'on a compris de manière ordonnée. Et le troisième, c'est la confiance qui va se créer au-delà de la crédibilité, de la compétence technique. C'est le savoir-faire, c'est le savoir-être de l'acheteur pour communiquer justement, pour donner confiance dans ses actions et effectivement de mettre en œuvre ce qui a été convenu. Et moi, je vais vous en rajouter un quatrième C, Olivier, qui va avec et qui, pour moi, est indispensable, c'est le C de curiosité. Un acheteur qui n'est pas curieux ne s'en sortira pas. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sujet-là, effectivement, parfois on a beaucoup de mal à le retrouver. Et forcément, et c'est même le premier, cette curiosité. Exactement. Il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de crédibilité, il y a encore moins de confiance. Voilà. On est bien d'accord. Super. Merci beaucoup, Laure, d'être intervenue sur ce sujet que je trouve moi passionnant parce qu'on a du mal à trouver des vrais acheteurs qui ont vraiment une démarche au quotidien de recherche et d'innovation. Donc, merci d'être intervenu là-dessus. Merci à vous, Olivier. Et je vous dirais juste un mot. J'ai eu la chance d'être formée par des super acheteuses qui, à l'époque, n'avaient pas eu de formation achat, ça n'existait pas, qui avaient tout appris sur le terrain. Et je me charge aujourd'hui d'essayer de former mes équipes de la même manière, en leur inculquant cette curiosité, en leur demandant de sortir du bureau et pour justement ne pas rester comme on peut l'apprendre dans les études, derrière un ordinateur, un email à essayer de développer ou négocier. Et je leur demande un planning de déplacement et de visite d'usine. Oui, j'imagine. Bravo pour l'évangélisation des achats et des pratiques achats surtout. C'est ça. Merci Olivier. Merci encore, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.